Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, aujourd'hui, on parle sport avec le handball et la rencontre qui se joue au Parnasse, le HBCN contre Metz. Ce soir, nous parlerons du recteur de l'Académie de Montpellier en visite au lycée Philippe Lamour de Nîmes. Et nous évoquerons également les cartels de l'affaire Yadistre. On commence tout de suite avec du sport pour la 12e journée en LFH, Ligue féminine de handball. Bras de fer au sommet ce soir, mardi 25 janvier pour les filles du HBCN. 3e du championnat avec 26 points contre Metz, leader avec 27 points. Coup d'envoi de la rencontre à 19h, donc elle a débuté depuis plus d'une trentaine de minutes. Et elle sera à suivre prochainement, mais tout de suite on va entendre la réaction des filles. Elle nous disait comment appréhender ce match. Quelques éléments de réponse avec Delphine Cara et Gervaise Pierson. Il faut qu'on soit très très forte en défense. Voilà, je pense que ça passera par là. Si on arrive à récupérer des ballons et à les monter, à mettre des buts 10 faciles, ça pourrait nous faire du bien et réussir à mettre les arrières de Metz en difficulté. Je pense que ça peut vraiment être la solution. Après en attaque, il faut réussir à développer un jeu correct, mais je pense vraiment que le match se jouera plus en défense qu'en attaque. Alors l'avantage de Metz, c'est qu'ils sont très homogènes, très bons partout et en plus ils ont du banc. Ce qui est un peu à luxe maintenant en D1, en D1 féminine. Et donc ça va être très compliqué. Maintenant, on est chez nous, avec de la rigueur, de la volonté, il n'y a rien qui est infaisable. Et moi j'y crois dur comme fer. L'optimisme, une bonne devise, elles y croient dur comme fer. Eh bien, on espère justement qu'elles gagneront ce match contre Metz. Vous verrez bien sûr des images sur Télémiroir très prochainement. Et handball en Coupe du Monde cette fois-ci qui se joue en Suède. Les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales en battant la Norvège hier 26-31. Ce sont la France, l'Espagne, la Suède et le Danemark qui prendront part à la lutte finale. D'ici là, il reste encore un match dans ce tour principal et ce sera face à l'Islande pour les Bleus. Demi-finale, en tout cas vendredi, donc dans le cadre de la Coupe du Monde de handball. On parle éducation maintenant et pour lutter contre les décrochages scolaires, Luc Châtel a annoncé en Conseil des ministres le 19 janvier dernier la généralisation des plateformes de suivi et d'appui local ainsi que la mise en œuvre d'un système interministériel d'échange des informations. Chaque année, près de 120 000 jeunes de 16 à 18 ans sortent du système scolaire sans aucun diplôme. L'objectif du gouvernement est de détecter et de prendre en charge le plus rapidement possible ces jeunes. Dans cette optique de détection, le recteur de l'Académie de Montpellier s'est déplacé au lycée Philippe Lamour de Nîmes ce mardi 25 janvier. Les syndicats, de leur côté, s'indignent. Effectifs en hausse, suppression de postes. L'éducation nationale, selon eux, manque cruellement de moyens pour faire face aux difficultés des jeunes. Nicolas Pinchino. Les syndicats d'enseignants restent mobilisés. Ils étaient présents cet après-midi devant le lycée Philippe Lamour pour accueillir le recteur d'académie, Christian Philippe, en visite dans le Gard pour la réunion trimestrielle de tous les chefs d'établissement du département. Nous pensons que dans le contexte de suppression d'emplois massifs que nous constatons, alors même que les effectifs augmentent dans notre département fortement, il est de notre devoir d'interpeller le représentant de l'État, en l'occurrence le recteur, lorsqu'il se déplace dans les établissements, pour qu'ils comprennent que les élèves vont perdre certains enseignements suite à ces réformes. Christian Philippe, ancien directeur de cabinet de François Fillon au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, va s'efforcer d'appliquer les décisions parisiennes dans une région où le nombre d'élèves est en forte augmentation chaque année, pour un retrait de 95 postes prévus en 2011. Nous avons une augmentation d'effectifs, donc c'est un retrait qui correspond, si vous voulez, grosso modo à 1% des heures devant nos élèves. Donc il faut ne pas les nier et en même temps relativiser. Le recteur confirmait la stratégie visant à privilégier les enseignements obligatoires au détriment des options facultatives. Il y a des choix à faire dans ce contexte difficile. Nous privilégions évidemment les enseignements obligatoires par définition. Les syndicats étaient reçus en fin d'après-midi par le recteur, sans grand espoir d'être entendus.
Et restriction de budget pour la fonction publique, 16 000 postes seront supprimés dans l'éducation nationale en 2011. Ce seront donc au total 66 400 postes supprimés en 5 ans de mandat Sarkozy et 20 000 environ seraient encore programmés en 2012. Sécurité routière maintenant. Le Gard multiplie par 2 le nombre de radars automatiques. Dans ce cadre, pose de la cabine du radar automatique de contrôle de vitesse située sur la route départementale 6110 sur la commune de Ribotte-les-Tavernes ce mardi 25 janvier. 6 personnes ont trouvé la mort en 2 ans dans ce secteur. Alain Bellon. Le Gard compte à ce jour 26 radars automatiques en service. D'ici le mois de juillet 2011, ils seront pas moins de 42 sur les routes gardoises. Le 27e radar automatique vient d'être installé sur la commune de Ribotte-les-Tavernes, entre Nîmes et Alès. Un point noir dans le Gard. En 2 ans, on dénombre 10 accidents où 6 personnes ont été tuées et 13 blessées. Nous avons eu à déplorer 75 tués sur les routes du département. L'objectif qui nous est assigné pour 2011 est de tenter de passer sous la barre des 60 tués. Et puis, à terme, dans le cadre de l'objectif national des 3000 tués sur les routes, d'atteindre le chiffre de 49 tués. C'est un effort très important qui nous est demandé, qui passe par la mobilisation de l'ensemble des services de l'État, de l'ensemble de nos partenaires, que sont les communes, qui sont aussi concernées par la lutte contre l'insécurité routière, et qui ne pourra réussir que si collectivement, l'ensemble des conducteurs prennent conscience que sur la route, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, qu'il y a des règles. Les premiers radars automatiques ont été installés en 2003. Cela a amené les usagers de la route à réduire leur vitesse et revoir leur façon de conduire. 8 ans se sont écoulés et dans le Gard, certains ont repris de mauvaises habitudes. On s'aperçoit en particulier dans le Gard qu'en 2010, nous avons 30% de verbalisation supplémentaire pour des excès de vitesse par les radars automatiques. C'est-à-dire que le gardois, bien qu'il connaisse l'emplacement des radars, reste moins concentré sur sa vitesse. 89 000 déclenchements de flash cette année sur le département avec des radars fixes. 20 000 au niveau de la gendarmerie pour les radars embarqués. Il y a encore trop d'excès de vitesse dans ce département. De nouveaux radars automatiques vont être installés dès cette fin de semaine sur la nationale 135 entre Nîmes et Millau. Et d'ici la fin du premier semestre 2011, le Gard disposera de 42 appareils en fonction, 25 radars de vitesse et 17 radars de feu rouge. Taureau maintenant, la feria d'Istres se déroule en juin et annonce les cartels. L'annonce des cartels de cette feria fait trépigner d'impatience tout aficionados qui se respecte. Les festivités de la saison 2011 commencent donc avec à l'affiche dans les arènes 3 corridas prévues en juin donc, dont une à cheval. Détail avec Christophe Chez. Alors que le mercure demeure proche des 0 degrés, c'est dans une ambiance des plus estivales que s'est déroulée vendredi soir la présentation des cartels de la Feria d'Istres, premier grand cycle tauromachique de l'été en France. Première feria française à s'annoncer en ce début d'année, plusieurs centaines d'aficionados avaient rempli le gymnase des arènes du Palio, la place provençale qui fêtera en 2011 ses 10 ans d'existence. Un pari gagné pour l'ensemble de l'équipe municipale. De volonté d'Istres de s'affirmer de plus en plus sur la scène tauromachique et après un succès retentissant l'an dernier, il fallait projeter quelque chose d'exceptionnel. Après avoir convié les principales vedettes de la tauromachie lors des précédentes éditions, le cycle 2011, parrainé par Richard Millian, verra le retour d'El Juli en terre d'Ouest-Provence, qui participera à la corrida d'ouverture aux côtés du torero arlésien Juan Bautista et du matador andalou El Fandi face au taureau de Garcigrande. Une feria qui se poursuivra le samedi 18 juin avec le retour d'Antonio Barrera, grièvement blessé l'an passé face au taureau de Sebadagago et qui partagera l'affiche devant une corrida de Garcia Jiménez avec José María Manzanares et son ami Morante de la Puebla. Et l'histoire d'Antonio Barrera, de répéter ce torero, alors qu'un taureau a failli le tuer l'année dernière ici, a touché énormément Morante de la Puebla. Et c'est Morante de la Puebla lui-même qui a dit: un mec comme Bernard Marseille, il faut lui donner un coup de main. Et c'est comme ça que je suis arrivé à convaincre Coro Vasquez, en lui expliquant l'historique de Istres. Et tout ça, quelque part, on le doit à Sébastien Castella, qui est la première vedette de la tauromachie, à nous avoir mis le pied à l'étrier. Un cycle tauromachique qui se conclura le dimanche avec une corrida équestre qui réunira les rejoneadores Sonia Matías, Diego Ventura et Leonardo Hernández face au bétail de San Mateo.
Une noviade complétera la saison taurine istrienne le 7 août avec la répétition de l'élevage arlésien d'Alain Tardieu, triomphateur en 2010 au Palio, pour un cartel franco-espagnol composé par le landais Mario Guirao, l'andalou Ángel Jiménez et l'arlésien Matteo Julián. Voilà, rendez-vous en juin dans les arènes d'Istres donc pour cette feria. On va parler maintenant cinéma avec la 5e édition du Panorama du cinéma algérien qui débute à Nîmes demain, mercredi 26 janvier. La femme est au centre de la thématique de cette édition 2011. Le festival propose des séances un peu partout dans le Gard et ce jusqu'au 3 février. Nous vous présentons les grandes lignes justement de ce Panorama du cinéma algérien en compagnie d'Alain Bellon. Le 5e panorama du cinéma algérien présentera pas moins de 25 films, dont certains seront des courts-métrages ou des documentaires. La femme algérienne sera mise en avant pour cette édition 2011. Il est surtout axé autour de la femme en Algérie, la femme filmée, la femme qui filme. Donc nous aurons à la fois des réalisatrices et des actrices, et il s'adressera également aux femmes algériennes. La réalisation des films a été une part importante de la sélection. On va privilégier les films réalisés en Algérie par des Algériens, avec des capitaux algériens. Purement bon, on est bien obligé parfois d'ouvrir à des films qui ont des coproductions ou des réalisateurs qui se partagent entre Alger et Paris, mais bon, on essaye de montrer la vie algérienne filmée par des Algériens qui y vivent, quoi, pour donner une image vraie de l'Algérie. Les 50 projections prévues seront réparties sur 12 sites du département du Gard. Mais pour cette 5e édition, il y aura des nouveautés. On va présenter des films à la prison de Nîmes, mais on va également associer à ce panorama des lycéens et des collèges. Donc ça veut dire qu'on va présenter des films dans des classes, enfin pour des classes du lycée. Des débats seront proposés à la fin des projections entre les invités et la salle. Le 5e panorama du cinéma algérien débutera le 26 janvier à l'auditorium du Conseil général du Gard, avec le film El Mena du cinéaste Nordine Zerouki. Cette édition version 2011 se clôturera le 3 février. Si vous le désirez voir l'une de ces projections, elles seront gratuites sauf au cinéma des Arcades d'Alès et au cinéma Vogue Le Gros du Roi. La 5e édition du Panorama du cinéma algérien du 26 janvier au 3 février 2011. On termine en danse et en musique avec un retour sur le festival de flamenco qui s'est tenu à Nîmes jusqu'au 22 janvier. On termine avec le spectacle de samedi dernier au Théâtre de Nîmes et c'était Belen Maya à l'affiche ce soir-là. Nicolas Pinchinou. Samedi soir, Belen Maya présentait sur la scène du Théâtre de Nîmes sa dernière création, Tresse. Es una idea de volver al flamenco más tradicional. Donc avec ce nouveau spectacle, elle a voulu revenir à un flamenco plus traditionnel. Avec les spectacles d'avant, elle était partie dans des choses plus contemporaines. Et là, voilà, elle essaye de faire un retour vers le flamenco traditionnel, où ils ne sont que 3 sur scène, donc avec Rafael Rodriguez, le guitariste, et avec Jesús Méndez, qui chante. Con Rafael Rodriguez y Jesús Méndez. Solo somos 3 personas. Belen Maya proposait un spectacle épuré au maximum de tout artifice pour conserver l'essentiel. Tresse, qui sont les 3 piliers du flamenco, le chant, la danse et la guitare. Dans ce spectacle traditionnel, Belen Maya conserve malgré tout son style avec des positions et des mouvements plus contemporains. Une nouvelle venue à Nîmes, réussie pour l'artiste madrilène. Yo tengo un lenguaje
Les gestes contemporains, que ce soit la posture ou les gestes de bras ou même le rapport au sol, c'est une gestuelle plus contemporaine parce que c'est ce qui la caractérise, c'est son style à elle. Donc ça, elle ne peut pas l'enlever, mais ça s'insère dans un contexte plus traditionnel, dans une forme de flamenco minimaliste traditionnel. Retour sur le festival flamenco dès demain dans le JT. On reparle également de ce festival dans le territoire à 18h30. Vendredi, votre soirée ce soir sur Télémiroir, c'est avec Patrick Mallet à la manade, Laurent, et à suivre à 20h30 la rediffusion du journal. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain à 12h30 en compagnie de Franck Chassagnon. Bonne soirée à tous.